Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, un sujet qui est sur les lèvres de beaucoup de personnes et qui me pose toujours la question, est-ce que je devrais m'incorporer? Oui, non, peut-être. On y répond tout de suite. On passe ça. Bonjour, donc comme mentionné en introduction, aujourd'hui on parle de l'incorporation. Quelque chose qu'on me demande tout le temps, là, c'est est-ce que je devrais m'incorporer? Quand est-ce que je devrais m'incorporer? Quand est-ce qu'il faut s'incorporer? Premièrement, on n'est jamais obligé de s'incorporer. Un particulier en affaires a les mêmes droits qu'une incorporation. On a le droit de faire des affaires en tant que particulier sans s'incorporer. La loi de l'impôt, techniquement, je dis bien techniquement, on va voir par après, est intégrée d'une telle façon si on génère du revenu à travers une société ou personnellement, on va payer le même montant d'impôt au global, techniquement encore, là, je mets un petit bémol. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'obligation de s'incorporer. Avant de tomber dans le pourquoi s'incorporer, parlons un peu du pourquoi ne pas s'incorporer. Parce que ça fait partie de l'équation. Puis je pense que dans beaucoup de cas, ça peut être intéressant de s'incorporer, mais il y a certains cas où ça ne vaut pas la peine nécessairement de s'incorporer. Une des raisons pourquoi je ne m'incorporerais pas, c'est à cause de la lourdeur administrative d'avoir une société. L'incorporation, c'est une personne à part entière aux yeux de la loi. Donc, elle a ses propres responsabilités envers le gouvernement, comme faire sa déclaration d'impôt, qui est une déclaration qui est différente. On parle d'une T2 versus une T1, qui est l'impôt des particuliers. Mais l'impôt des sociétés, c'est quelque chose qu'on doit faire à tous les ans, même si la société est inactive. Et ça nécessite dans la plupart des cas, l'intervention d'un comptable. On doit tenir sa société à jour, on doit faire des minutes, donc on doit impliquer soit un avocat ou quelqu'un qui est capable de le faire soi-même, mais ça demande une certaine administration qui peut être encombrante, surtout si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de la facilité avec ce genre de truc-là. Il y a aussi des coûts associés avec cette administration-là, puis la création de l'entreprise. Donc ça peut être une des raisons pourquoi je dirais de ne pas s'incorporer. Si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté avec tout ce genre de choses-là, puis vous n'êtes pas bien encadré avec un bon conseiller légal, un bon comptable, bien peut-être que c'est quelque chose qu'on évite, même si ça veut dire que en bout de ligne, vous n'allez pas optimiser votre fiscalité. Un autre truc qui est que des fois je mentionne à mes clients, c'est à savoir, si vous partez un nouveau projet, vous commencez une business, vous commencez un contrat, puis on vous demande d'être sous-traitant, donc de vous incorporer. Mais moi, je demande tout le temps, une des questions, c'est est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez faire à long terme? C'est quelque chose que vous venez de commencer, ça fait 1 mois, puis vous êtes encore dans la lune de miel, puis ça va bien. Mais est-ce que vous voyez faire ça dans 6 mois, 1 an? Si vous n'êtes pas certain, ça peut valoir la peine d'attendre puis de peut-être encore une fois ne pas optimiser notre fiscalité nécessairement, mais au moins on se donne la chance de voir si c'est quelque chose qui nous plaît. Quand c'est un nouveau projet, si c'est quelque chose ça fait 10 ans que vous faites en tant que particulier en affaires puis vous voulez vraiment vous incorporer, OK, je pense que vous avez une bonne idée de qu'est-ce que ça comprend, ce nouveau métier-là ou ce nouvel environnement-là. On peut aller de l'avant, mais des fois, je l'ai vu où quelqu'un se part en affaires, après 3-4 mois, réalise que c'est pas quelque chose qui est pour eux. Là, doivent fermer l'entreprise, dissoudre l'entreprise, ou si on laisse l'entreprise ouverte mais inactive, on continue de devoir faire des déclarations d'impôts. Ça engendre des coûts pendant plusieurs années, puis on ajoute une lourdeur pour quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire parce que
ça a seulement duré 2 ou 3 mois. Donc ça, c'est un autre truc. Pourquoi ne pas s'incorporer? Maintenant, pourquoi s'incorporer? Il y a beaucoup d'avantages pourquoi s'incorporer. Un qui n'est pas au niveau comptabilité ou fiscal, mais qui est plus au niveau légal. L'incorporation va vous donner une certaine protection envers vos créanciers, vos créditeurs, même au niveau judiciaire. Là, vous avez une certaine protection du fait que l'incorporation est une personne. Donc, si l'entreprise fait faillite, vous ne faites pas faillite personnellement. Donc, ça, c'est un des critères qu'on ne parlera pas nécessairement beaucoup aujourd'hui. On va vraiment se focusser sur au niveau comptable et fiscal parce que c'est vraiment ma spécialité, mais c'est pas un aspect qui est négligeable. Donc, ça peut vraiment valoir la peine de regarder si ça vaut la peine de s'incorporer à ce niveau-là. Au niveau fiscal, donc, on a dit, il n'y a pas vraiment de... On a le droit aux mêmes déductions si on est un travailleur en affaires, mais pas tout à fait. Une des raisons les plus évidentes, puis que nous, à l'intérieur de la firme comptable, on voit beaucoup parce que c'est quelque chose en quoi qu'on se spécialise, c'est vraiment les entreprises qui font de la recherche et développement. Quand on est en incorporation, on a le droit à un crédit de recherche et développement qui est beaucoup plus élevé que si on est un particulier en affaires. Donc, immédiatement, si on fait de la recherche et développement, qu'on pourrait aller chercher un crédit de R&D ou de RSDE, là, si on veut utiliser les bons termes, on s'incorpore. Une autre raison à l'intérieur de ça, c'est que le fait qu'on peut se verser un salaire en tant qu'actionnaire qui va être admissible au crédit de RSDE, qui est quelque chose qu'on ne pourra pas faire nécessairement quand on est particulier en affaires. Peut-être pour donner une idée aux gens, quand on est particulier en affaires puis qu'on gagne du revenu, on doit s'imposer sur ce revenu-là personnellement dans l'année pour tout ce qui a été généré comme vente. On peut utiliser les dépenses qu'on engage pour générer ce revenu-là, évidemment de la même façon que l'incorporation va pouvoir le faire, mais si on fait un bénéfice net dans l'entreprise de 100 000 $, on doit s'imposer sur le 100 000 $. L'incorporation en tant que telle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'imposer sur son bénéfice net. Par contre, de ce bénéfice net-là, l'actionnaire peut se tirer un salaire qui va être une dépense pour l'entreprise, donc qui va diminuer son bénéfice net et donc diminuer sa charge d'impôt. Et l'actionnaire, lui, va s'imposer sur le salaire. Une autre façon de le tirer du revenu en tant qu'actionnaire, c'est à travers le dividende. Donc, le dividende ne va pas générer de déduction ou de dépenses qui va venir réduire le bénéfice net dans l'entreprise. Par contre, on va s'imposer à moindre taux en tant que particulier. Donc, l'impôt payé dans l'entreprise et l'impôt payé en tant que particulier, si on additionne les deux, techniquement, devrait arriver très proche du salaire. Encore une fois, techniquement, parce qu'en pratique, il y a des petites différences et ça vaut toujours la peine là, chaque année de faire une analyse, faire une projection, voir lequel qui serait le plus avantageux pour nous. Puis comme on l'a mentionné, s'il y a de la R&D, le salaire est toujours plus avantageux. Pour d'autres raisons comme le RQAP, générer de l'espace pour contribuer à notre IR. Il y a plein de trucs qu'il faut vraiment analyser à savoir est-ce que le salaire ou le dividende est plus avantageux. Donc, c'est beaucoup plus simple que de dire salaire versus dividende, mais ça, c'est une toute autre chronique. Mais c'est les deux façons qui vont différer de notre rémunération en tant qu'actionnaire d'une incorporation versus un particulier en affaires. Puis pourquoi je l'explique? C'est parce que un autre des très grands avantages de s'incorporer, c'est le fait qu'on peut contrôler combien d'argent on peut sortir en tant qu'entrepreneur. Puis c'est là qui va être un déclencheur de est-ce que je m'incorpore ou non. C'est le fait de dire c'est quoi mes besoins personnels versus qu'est-ce que je peux générer comme bénéfice net dans mon entreprise. Donc, si, par exemple, je génère 100 000 de bénéfices net, ou même, disons, 200 000 de bénéfices net, puis que j'ai seulement besoin de 50 000 pour vivre, je peux laisser 150 000 de bénéfices net dans l'entreprise qui va payer de l'impôt sur le bénéfice net restant, donc le 150 000,
mais à un taux fixe. Jusqu'à 500 000 là, qui est le seuil pour la déduction pour petite entreprise, on va payer le même taux d'imposition qui est plus bas. En fait, si on a accès à la déduction pour petite entreprise au Québec, donc on a plus de 5 500 heures travaillées dans l'entreprise, on va aller s'imposer à un taux d'imposition qui est d'environ 12 %, donc qui est beaucoup plus bas que le taux d'imposition qu'on va payer personnellement, puis c'est un taux qui est fixe, versus, en tant que particulier, on est assujetti à l'imposition en palier. Donc, c'est-à-dire, plus qu'on gagne, plus que notre dollar marginal gagné va être imposé à un haut taux. Le but, la stratégie la plus optimale en planification fiscale, c'est de gagner un revenu qui est bas ou qui est le plus constant possible. Évidemment, ce qui coûte le plus cher, c'est quand on a des années à très faible revenu et consécutivement, on a une année à très fort revenu. Ce qu'on essaie d'éviter, c'est vraiment, si on regarde la courbe de nos revenus personnels, c'est le meilleur, c'est d'avoir une courbe très lente où on essaie d'éviter les falaises ou les grimpées ou les montagnes russes, là, où est-ce qu'on a gros revenu, petit revenu, gros revenu, petit revenu. C'est ce qui est le moins efficace. On essaie de garder ça le plus stable possible, même à travers la retraite. On peut continuer de garder une incorporation à travers notre retraite où on va retirer de l'argent pour venir garder un seuil de revenus pas mal équivalent pour toute la durée de notre vie ou de même venir supplémenter nos REER, là, nos économies qu'on a mis ou un fonds de pension ou peu importe avec la société, puis de ne pas s'en verser quand on a des années où on a des plus gros revenus. Par exemple, vous faites une vente dans vos placements personnels non enregistrés, on fait beaucoup de revenus, mais peut-être qu'on n'en ressort pas de l'entreprise. Fait que c'est ce que l'entreprise nous permet de vraiment faire, qui est un gros avantage, c'est de différer l'impôt sur le revenu. Troisième raison de pourquoi est-ce qu'on va s'incorporer, c'est s'il y a une perspective de vente. Le gros facteur étant l'exemption de gains en capital pour petites entreprises admissibles. Si on a une petite entreprise qui est admissible à ce crédit-là, on peut aller sauver jusqu'à 900 000 de gains en capital sur la vente de nos actions de notre petite entreprise admissible. Donc, ça peut, une fois dans notre vie, on peut aller chercher jusqu'à 900 000. Ça peut être, si on vend 2 entreprises à 450 000, c'est possible également. Le chiffre change d'année en année, donc évidemment, on s'informe à savoir c'est quoi le montant exact, mais c'est une chose qu'on dit pourquoi il faut s'incorporer. Puis il faut avoir été incorporé pendant 2 ans minimum. Donc si on veut vendre dans les prochains 6 mois, bien, il est peut-être trop tard. Donc c'est pour ça que si il y a la possibilité de vendre notre entreprise, on s'incorpore. De la même façon, c'est beaucoup plus facile de vendre ou de transférer les actions d'une compagnie que de transférer tous les actifs de l'entreprise qu'on possède. Donc, même en gestion de patrimoine, s'incorporer peut être une solution qui est quand même intéressante au niveau du transfert des actions versus transfert des actifs. Donc, la troisième raison pourquoi on veut s'incorporer, c'est la possibilité de vendre l'entreprise. J'avais un autre point que je voulais parler. Il y avait un quatrième point. Merci, j'ai Benoît dans le background qui me rappelle mon point. C'est quand on est plusieurs partenaires. Merci, Benoît. Donc, c'est vraiment le fait, quand on est plusieurs personnes, il y a toujours la possibilité, sans s'incorporer, d'avoir une entreprise en nom collectif. Donc, on va diviser, par exemple, on est 4 actionnaires, 25% du revenu du bénéfice net de l'entreprise va être attribué à notre revenu personnel. Donc, ça, c'est une raison pourquoi on voudrait s'incorporer. C'est le fait que c'est pas tout le monde qui va vouloir s'imposer de la même façon. Puis c'est pas tout le monde qui va peut-être mettre
les mêmes efforts. Ce que la possibilité de l'entreprise nous permet, c'est la possibilité de décider exactement qui va gagner quel revenu. Donc, on peut déclarer un salaire à une personne qui va travailler à temps plein dans l'entreprise et peut-être pas nécessairement à une autre personne qui va être un investisseur silencieux, vraiment. Donc, c'est ce que l'incorporation nous permet de faire, c'est de vraiment contrôler et de diviser le revenu selon l'effort de chacun. De la même façon, beaucoup plus facile de racheter quelqu'un que si on est en non collectif. Ou s'il y a du changement d'actionnariat, s'il y a des gens qui... C'est beaucoup plus facile de gérer puis de contrôler aussi qui veut s'imposer quand. Donc, c'est pas tout le monde qui a les mêmes besoins personnels. Donc, l'incorporation facilite beaucoup les choses quand on est plusieurs partenaires. Autre point aussi qui est avantageux avec la société, c'est le fait d'être capable de diviser. Si, par exemple... vous avez un conjoint, une conjointe, puis que vous vous incorporez, si au moment de l'émission des actions, quand vous vous incorporez, le conjointe souscrit aussi à des actions, il y a des possibilités de le rémunérer, ou la rémunérer, avec un dividende. Donc, ça nous permet de faire du fractionnement de revenus, qui est un des facteurs là, qu'on regarde toujours en fiscalité pour optimiser, c'est de diviser le revenu. Donc, encore là, un autre avantage de pourquoi est-ce qu'on pourrait s'incorporer, ça pourrait valoir la peine. Quand on parle des enfants, surtout des enfants mineurs, il faut vraiment, vraiment faire attention. Il y a des lois qui préviennent ce genre de fractionnement de revenus-là. Donc, encore une fois, je vous invite, si c'est quelque chose que vous envisagez de faire, de vraiment parler avec un comptable, un CPA ou un fiscaliste, parce que ça peut vraiment être pénalisé. Un autre point peut-être qu'on pourrait parler qui est intéressant, puis qui est quelque chose qu'on peut faire avec une incorporation, qui est de rajouter une autre couche d'incorporation entre vous et la société opérante. Donc, on parle en ce moment de société de portefeuille ou société de gestion. Donc, on parlait aussi en début de podcast de se protéger légalement si on a beaucoup de capital dans l'entreprise, puis pour s'assurer aussi de pouvoir bénéficier de l'exemption de gain en capital que j'ai parlé là, lorsqu'on vend nos actions. La société de gestion peut être une possibilité. Donc, sans trop en parler parce que c'est le sujet d'une chronique à part entière, mais le fait d'avoir une société de gestion est aussi une possibilité. Donc, des fois, d'avoir 2 ou 3 couches d'incorporation pour vous protéger puis pour d'optimiser votre fiscalité, c'est vraiment une meilleure façon. Donc, en résumé, est-ce que je devrais m'incorporer? Ça dépend. Mais si on s'incorpore, on peut vraiment profiter du fait qu'on contrôle nos sorties et nos revenus d'argent. On peut choisir avec notre société quand est-ce que notre fin d'année est, puis de planifier exactement quand est-ce qu'on sort notre argent. Puis ça, c'est une autre stratégie encore que je n'ai pas mentionnée, mais qui pourrait faire l'objet d'une chronique à part entière, là. C'est de sortir l'argent, décaisser notre incorporation au moment qui est le plus avantageux fiscalement et de s'imposer seulement quand on reçoit les fonds et de laisser de l'argent derrière dans l'incorporation. Donc, c'est la planification des décaissements. Si on est en recherche-développement, c'est une évidence, on s'incorpore. S'il y a la possibilité de vente, si on est plusieurs partenaires, ou même pour la gestion de patrimoine, c'est toutes des options de pourquoi est-ce que je devrais m'incorporer, à savoir quand est-ce que je devrais m'incorporer. Encore une fois, on a parlé du timing, de si on se part en affaires, peut-être attendre un petit peu, attendre qu'on dépasse notre seuil de besoins personnels. Donc, c'est vraiment les facteurs qui vont influer notre décision. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit à travers le info@commercialterrien-cpa.com, sur notre site web, sur notre blog, par téléphone. Vraiment, entrez en contact avec nous, puis on va pouvoir vous éclairer parce que c'est pas une décision facile, puis c'est une décision qui va impliquer beaucoup de coûts et de gestion administrative par la suite, mais ça peut être quelque chose qui est très avantageux. Donc, sur ce, merci beaucoup de votre écoute.